Les gars, on oublie très souvent ce personnage, mais façon dont Boga va humilier Riley sur God Valley, franchement, vous n'êtes pas prêts. Je plaisante, allez, on peut quand même faire deux, trois plaisanteries de temps en temps. Je plaisante, décompressé, ne prenez pas mal les mecs. Bref, on va parler de God Valley et on va principalement parler dans cette vidéo de Gap et de sa flotte. En fait, les gars, plus on avance, plus je me rends compte que vous ne comprenez pas exactement c'est quoi God Valley. God Valley, c'est un arc qui a été créé uniquement pour faire combattre les personnages les plus puissants de cette terre lorsqu'ils étaient à leur prime. Parce que j'entends souvent beaucoup dire que beaucoup n'étaient pas à leur prime sur God Valley. J'entends souvent dire que Barbe Blanche n'était pas à son prime, Big Mom n'était pas à son prime, et j'en passe. Bref, en dépit du pourquoi, du comment, autant de personnages aussi puissants se sont réunis sur une seule île pour combattre. Parce que oui, bien évidemment, il faut forcément trouver une raison pour faire combattre autant de personnages aussi puissants sur une seule île. Je pense quand même que la réelle raison de God Valley, ou plutôt le but de God Valley, en fait pour moi c'est de faire combattre les personnages les plus puissants de cette terre lorsqu'ils étaient à leur prime. Du coup pour moi God Valley c'est juste du fan service. C'est un fan service mais qui doit avoir une justification. C'est pourquoi il y a une raison qui est Shaki. Parce que tu ne peux pas mettre autant de personnages aussi puissants sur une seule île comme ça et ils se mettent à se battre sans trouver une raison. Non, ce n'est absolument pas logique. Il faut forcément trouver une raison. Du coup, la raison que l'auteur a trouvée, c'est Shaki. En fait, pour moi, Shaki n'est qu'une justification. Shaki n'est qu'une raison pour laquelle les gros personnages de cette terre se sont retrouvés pour se taper dessus. Tiens, en parlant de Shaki, j'ai vu beaucoup de gens pester parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la raison de ce rassemblement de gros personnages sur God Valley. Mais les mecs, aujourd'hui vous êtes en train de dire que ces gros pirates et ces gros personnages se sont réunis sur God Valley uniquement pour une paire de fesses. Maintenant les mecs, je vais quand même vous dire que Barbe Blanche et toute sa flotte et tous les pirates qui lui étaient alliés se sont quand même réunis sur Marineford pour Ace. Et là ce n'était pas une paire de fesses, c'était juste un mec. Mais là personne n'a trouvé ça bizarre. Bizarrement quand il s'agit de Shaki, bon ça choque un peu tout le monde. Pourtant normalement, ça devrait être logique étant donné que Shaki, en dépit du fait d'être une femme, c'est-à-dire plus faible physiquement que la moyenne des hommes, et en plus de ça, elle était amie, elle était pote. Non, même pas seulement pote, c'était un peu l'idole, vu que déjà même le nom de leur équipage, c'était les idoles. Du coup, Shaki, elle était un peu adulée, adorée par tous les pirates de la mer à cette époque-là. Du coup, c'est complètement normal et logique que tous ces pirates débarquent sur God Valley pour sauver juste la femme qu'ils aimaient, leur pote, leur tout ce que vous voulez. C'est complètement normal et logique. S'il y a eu ce déplacement-là, ce débarquement sur Marineford pour Ace, pour moi, ce n'est vraiment pas choquant que les mecs se déplacent autant uniquement pour Shaki. Pour moi, c'est même la meilleure raison que Oda aurait pu trouver. Franchement, pour moi, c'est la meilleure raison qui puisse exister pour ce rassemblement sur God Valley. Bref, pour en revenir sur God Valley justement, quand j'ai dit que vous n'avez pas compris ce qu'est réellement l'arc de God Valley, God Valley c'est un arc qui a été écrit pour nous montrer que c'est là que Gap a développé sa légende. Et beaucoup ne comprennent pas. Tiens, parce que les mecs, des fois je dis des choses et ça paraît complètement dingue au premier abord, si bien que la réaction des gens c'est « Ouais, bon, il ne connaît rien à One Piece et tout. » Ouais, bon, les gars ne me prennent pas en fait au sérieux. Les gars, figurez-vous quand même que dans mon top 10 des personnages les plus puissants de tout le manga, j'ai mis Arad à la 4e position. Mais les mecs n'ont même pas vu que j'ai mis Arad à la 4e position, étant donné qu'ils ne sont même pas arrivés à ce niveau-là de la vidéo. Car j'avais mis Barbe Blanche en 11e position, et justement en parlant de Barbe Blanche, si j'ai mis Barbe Blanche en 11e position dans mon classement, eh bien c'est parce que le personnage de Barbe Blanche, pour moi c'est un peu la porte d'entrée pour être l'un des GOAT de l'univers de One Piece. Pour moi, Barbe Blanche, le truc qui me fait mettre Barbe Blanche aussi loin en termes de puissance, c'est déjà que c'était le second de Rox Zebek. Peu importe la justification qu'on puisse trouver, c'est-à-dire, bon, Barbe Blanche était le second de Zebek parce qu'il a été recruté grâce au Davy Backfight, ou encore que, ouais, il rivalisait avec Roger et tout. Le truc, c'est que Barbe Blanche a toujours été présenté comme étant inférieur à Zebek, inférieur à Gap, inférieur à Roger. Parce que depuis qu'on est dans ce flashback-là, on ne nous a pas dit que c'était l'ère de Barbe Blanche. Non, on nous a dit que c'était l'ère de Rox, l'ère de Gap et l'ère de Roger. Barbe Blanche n'apparaît pas. Barbe Blanche est un peu comme un personnage de seconde zone. Du coup, vous pouvez, c'est pourquoi il y a énormément de débats sur le potentiel prime des personnages sur God Valley. Oh, God Valley, c'est un acte qui était justement présenté pour nous montrer que tous ces gros personnages-là étaient à leur prime. Et si Barbe Blanche n'a pas pu prouver sur God Valley et qui n'a pas atteint son prime sur God Valley, qu'est-ce qui peut justifier le prime de Barbe Blanche après God Valley, étant donné que les personnages les plus puissants
qu'il aurait pu affronter, ils ne sont plus là, étant donné que tu n'auras plus un God Valley après God Valley. Donc, pour moi, le prime de Barbe Blanche, de Roger, de Gab et de Xebec même, c'était justement sur God Valley. Du coup, pour moi, Barbe Blanche, en tant que second de Rox, est déjà officiellement moins fort que Rox, moins fort que Roger, moins fort que Harald et moins fort que Gab. Maintenant, le truc avec Barbe Blanche, c'est que, franchement, qu'on le veuille ou non, l'arc de Barbe Blanche, c'était un peu Marineford. Parce que très généralement, dans les mangas et animés, souvent les personnages secondaires et légendaires, ils ont souvent un arc à eux où ils brillent, histoire de nous faire comprendre que, lui là, vraiment, c'était un monstre de puissance. Très généralement, ils ont un arc pour les mettre en avant et puis ils reviennent souvent à la fin via des flashbacks pour nous montrer que, ouais, bon, voilà, même s'il était à son prime à ce niveau-là, puis on va un peu le brider. C'est ce qui est arrivé à Barbe Blanche. Barbe Blanche a brillé sur God Valley parce que je suis sûr qu'il va briller, même s'il va briller moins que Xebec, Gap et Roger, mais il va quand même briller jusqu'à un certain niveau. Mais sur Marineford, c'était clairement lui qui était mis en avant. Le truc, c'est que l'antagoniste, le personnage qui était opposé à Barbe Blanche sur Marineford, c'était Akainu, qui avait le niveau d'un mec que Xebec a tué en débutant son voyage. Du coup, Barbe Blanche, en termes de puissance, peu importe, on peut dire qu'il n'était plus à son prime, qu'il était déjà vieux et tout. Franchement, les mecs, après ce qu'on vient de voir dans ce flashback-là, dites-moi que si on a un Xebec vieux face à un amiral, face à Akainu, il ne bute pas Akainu. Et là, je parle d'un Xebec dans les mêmes conditions que Barbe Blanche, c'est-à-dire vieux et malade. Dites-moi que d'après la sensation et la perception que vous avez de One Piece, parce que là, on ne parle même pas de logique, on parle uniquement de sensation et de perception. Vous avez un Xebec qui, au début de son voyage, au début de sa vie de pirate, avait un niveau qui lui permettait de tuer un amiral et avoir l'énergie derrière pour clasher avec un mec qui avait le niveau Yonko et aller rencontrer Imu derrière. Là, on a un Xebec qui est en début de voyage. Vous voulez me dire que ce mec-là, même s'il était vieux et malade, il n'aurait pas buté facilement Akainu. Moi, je dis oui. Xebec, à mon avis, dans le même état que Barbe Blanche sur Marineford, aurait très facilement, bon, pas très facilement, mais il aurait quand même battu Akainu avec une certaine facilité quand même. Et le truc avec Barbe Blanche, c'est que Akainu n'avait presque aucun respect pour lui. C'est vrai que Barbe Blanche, c'est un personnage qui a été respecté. C'est pourquoi il est autant kiffé. Et tiens, d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur un truc. Le truc avec One Piece, c'est que dans les rapports de force, les gars mettent trop d'émotions quand il s'agit de classer les personnages en termes de puissance. Et ce qui n'est vraiment pas bon. Parce que en mettant les émotions, ça biaise énormément les rapports de force. Du coup, Barbe Blanche, comme c'est un personnage qui a été énormément respecté, que ce soit de par son introduction, de par ses actions, sa vie et même de par la conclusion du personnage, c'est un personnage extrêmement bien écrit. C'est l'un des personnages le mieux écrit dans l'univers de One Piece, peut-être même mieux que Roger. Du coup, il a une énorme fanbase. Mais quoi qu'il en soit, le personnage de Barbe Blanche, si on n'analyse que sa puissance, les mecs, quand un Akainu qui arrive devant Barbe Blanche et il est confiant, il dit que je serai le mec qui aura l'honneur de vaincre Barbe Blanche. Et de l'autre côté, tu as un gars, 78 ans, Aokiji arrive devant lui et il dit, ce mec est trop fort, même si on lui enchaîne les pieds, les mains, vous n'arrivez pas à le battre. Vous voyez quand même qu'il y a quand même, on va dire, une dénivellation en termes de respect entre les amiraux et Barbe Blanche et les amiraux et Gab. Bien évidemment, vous allez me dire que Aokiji était l'élève de Gab, mais ça ne veut rien dire. En fait, il ne faut pas voir les choses comme ça. On voit que le personnage de Gab, Aokiji le craignait. Pourtant, Akainu ne craignait pas forcément Barbe Blanche. C'est pourquoi, pour moi, le personnage de Barbe Blanche était un peu un cran en dessous de ces gars-là. Du coup, avec les personnages de la nouvelle génération tels que Shanks, Loki, Dragon, Mihawk, moi, je pense que ce sont des personnages qui ont justement dépassé Barbe Blanche parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau. Pour moi, voilà, comme je l'ai dit, Barbe Blanche, pour moi, c'est une sorte de porte d'entrée. C'est un personnage que on doit traverser pour atteindre un certain niveau. Bref, je me suis beaucoup attardé sur le personnage de Barbe Blanche. Bon, du coup, tout à l'heure, je disais que quand je parle de God Valley et quand je dis certaines choses, je ne suis pas forcément pris au sérieux parce que, comme je le disais, j'avais mis Harald en 4e position, mais personne ne m'a cru lorsque j'ai sorti la vidéo. Mais pourtant, quelques chapitres après, on a vu Harald versus Xebec. Je pense que, tout le monde est un peu convaincu de la puissance de Harald aujourd'hui. Maintenant, les mecs, aujourd'hui, je vais encore vous dire un truc. God Valley, c'est un arc qui a été conçu pour mettre Gap en avant. Étant donné que si on se réfère au propos de Sengoku, Sengoku nous dit clairement que c'est un certain vice-amiral Gap qui a réussi à arrêter les Rocks. Et du coup, les mecs, moi, je vous ai déjà teasé à plusieurs reprises un potentiel combat
Xebec versus Gap. Beaucoup de gens voient le Xebec versus Roger. Mais la possibilité qu'il y ait un Xebec versus Gap, elle est extrêmement élevée. Parce que les mecs, comme je vous l'ai dit, God Valley, c'est l'arc de Gap. God Valley, c'est un arc pour nous montrer que le grand-père de Luffy, en termes de puissance, c'était vraiment un monstre. C'est là que sa légende a été conçue et construite. C'est d'ailleurs pourquoi, comme conclusion pour cet arc de God Valley, Garp a obtenu l'épithète du héros de la marine, le Kaigun no Heiu. Là où Roger n'a absolument rien obtenu, en tout cas en ce qui concerne les surnoms. C'est pourquoi moi je vais toujours dire qu'à mon avis, Garp a beaucoup plus brillé sur God Valley que Roger. Maintenant, la légende de Roger, elle est intervenue après, lorsqu'il a trouvé le One Piece. Et c'est à la conclusion de cette trouvaille du One Piece qu'il a obtenu son épithète de roi des pirates. Est-ce que vous comprenez pourquoi, à mon avis, Garp a été plus prépondérant sur God Valley que Roger? Ce n'est qu'une logique très claire et très implacable. Parce que si on se réfère au dit de Sengoku, bon, c'est vrai que ça vient de Sengoku. Du coup, on ne devrait pas forcément croire au propos de Sengoku, étant donné que Sengoku, c'est un marine qui est sous les ordres du gouvernement mondial. Mais bref, quoi qu'il en soit, Sengoku, c'est lui qui nous présente God Valley. Et il n'y a pas réellement de raison de mentir pour la présentation d'un arc qui nous sera donné un peu plus tard. Du coup, dans la présentation de Sengoku, il y a vraiment volonté de mettre Garp en avant par rapport à tout le reste. Donc, Garp a été présenté en tant que le héros de la marine grâce à ses actions accomplies face aux pirates des Rocks. Et quand on voit son entrée, son arrivée dans le chapitre 1160, on comprend vraiment que il va faire des dingueries. Et préparez-vous, dans le chapitre 1161, Garp, mais vraiment, vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il va accomplir. Maintenant, en ce qui concerne sa flotte, le personnage de Monkey D. Garp, il faut déjà vous rendre compte d'un truc. Monkey D. Garp, c'est un personnage qui est présenté comme étant presque un pirate en fait. D'ailleurs, Xebec le dit clairement, ce mec est reconnu pour détester ses supérieurs. Il devrait devenir pirate. Tu as le personnage de Monkey D. Garp qui, le mec déjà en tant que marin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tant que marine, il a déjà un bateau avec une figure de proue. En plus de ça, il a un équipage et il a un second. Le mec est littéralement présenté comme un pirate. Ce qui lui manque, c'est juste un drapeau pirate, un drapeau noir. Contrairement aux autres amiraux et aux autres vice-amiraux, même s'ils ont la capacité de faire ça, ils n'ont pas une équipe qui leur est complètement fidèle. Par exemple, si je vous dis le bateau de Akainu ressemble à quoi, vous êtes incapable de me dire. Le bateau de Kizaru il ressemble à quoi, vous êtes incapable de me dire. Et ainsi de suite pour tous les autres amiraux et personnages importants de la marine. Garp est présenté un peu comme le mec. En fait, il n'est sous les ordres de personne. Il n'écoute pas Kong qui était l'amiral en chef à l'époque. Il n'écoute non plus les dragons célestes étant donné qu'il n'est pas directement soumis à leur autorité. Il est complètement libre. Il agit comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Et même dans sa vieillesse, on nous dit qu'il fait partie du SWORD. Bon, le personnage de Monkey D. Garp, c'est un personnage qui nous est vraiment présenté. Donc, en fait, c'est un peu comme le pirate de la marine. En fait, tu as l'impression que il est dans la marine sans être dans la marine. C'est un peu comme si c'est une faction marine hors marine en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur God Valley, c'est-à-dire on a les pirates, on a la faction Garp, on a les marines qui sont arrivés avec Monkey Dragon et son équipe là. Puis on a les dragons célestes et tout ça. Mais tu as vraiment l'impression que Garp, c'est le mec qui est là vraiment à part. Maintenant, parlons un peu de son second. Le mec, c'est-à-dire Boga, il est extrêmement discret et extrêmement calme. Au vu du niveau de Monkey D. Garp, il ne serait vraiment pas surprenant que Boga ait en fait le niveau amiral et qu'il donne un réel combat à Rayleigh ou à Gaban. Parce que Boga, c'est un personnage qui vraiment, il est tout le temps sous-côté. Mais le mec, on insiste pour nous montrer que depuis le débarquement de Garp sur God Valley, il était accompagné de Boga. Mais les gars, franchement, faites attention. Je vous le dis, comme ça, moi, je pose ça là comme ça. Potentiellement, il avait le niveau même Yonko, les mecs. Je sais que là, vous êtes en train de me dire, what, mais t'abuses. Mais les gars, rappelez-vous qu'avec One Piece, c'est une œuvre où les idées les plus farfelues sont souvent les idées les plus bonnes. Bon, bref. On va passer là-dessus. Maintenant, pour en revenir sur Garp, suite à son débarquement au chapitre 1160, les gens ont dit qu'il a débarqué pour protéger les dragons célestes. Du coup, il est automatiquement une crapule. Les mecs, pourquoi vous êtes aussi hypocrite? Pourquoi vous êtes aussi hypocrite? À quel moment il a débarqué pour protéger les dragons célestes? Le mec arrive là littéralement et dit, je ne vais pas vous laisser tabasser nos soldats. Et il arrive là, il défend la marine. Mais les mecs, à quel moment vous avez vu les dragons célestes? Parce que vous, les mecs, vous êtes très hypocrites. Pourquoi vous êtes aussi hypocrites? Parce qu'au chapitre 1126, tu as un chance qui
bah, avec son équipe, son groupe là, tu as Yasop qui a littéralement détruit Bartholoméo parce que Bartholoméo a brûlé le drapeau de Shanks. Et vous voulez que Gap, en tant que marine, il arrive quelque part, il voit un tabac, ses marines, il laisse. C'est un peu comme si, je ne sais pas, bah, Barbe Blanche arrivait quelque part où on était en train de tabasser les pirates qui lui étaient affiliés, associés. Bah, il laissait. C'est pareil pour Gap. Il ne va pas trouver des marines en train de se faire tabasser. Il laisse. Arrêter un peu de faire les hypocrites. Maintenant, bon,